L'innovation, donc, on en parle maintenant sous un point de vue littéraire. L'innovation technologique au service de la santé avec notre invité Adnan El Bakri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chirurgien et désormais entrepreneur dans les medtech. Également auteur de ce livre Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle. Voilà, un JDH. Que voici. Un livre que Jean, qu'on vous présente. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous présenter un petit peu votre parcours et votre activité? Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je m'appelle Adnan El Bakri, moi je suis médecin effectivement de formation, d'origine libanaise. Je suis parti du Liban en 2004 et j'ai fait mes études de médecine à Marseille et ensuite je me suis spécialisé en chirurgie urologique à Reims. C'est pour ça que le siège de l'entreprise et l'équipe qui a démarré pour l'entreprise est à Reims actuellement. Et donc après mes études, après ma spécialisation en médecine, je suis allé au CNRS pour faire des travaux de recherche sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Et en fait, j'ai travaillé sur comment prédire l'évolution du cancer, en particulier le cancer du rein dans ma spécialité, j'en parle dans le livre. Comment prédire cette évolution en partant de modèles de big data, ce qu'on appelle de big data, et donc ce sont des données massives. Et donc on est parti d'une cohorte de 100 patients pour arriver à 4 millions de données. Et c'est là où je suis tombé dans ce monde de l'intelligence artificielle, où j'ai vu le potentiel de ce qu'on peut faire avec, et surtout les limites de notre système, on va peut-être en parler après, l'absence de partage de l'information, l'absence de base de données collaborative, et finalement le patient dans tout ça n'a pas accès à son information, et donc on n'a aucune capacité à démocratiser en réalité l'intelligence artificielle. Et donc j'ai eu cette idée-là et donc j'ai publié ma thèse sur le sujet et puis j'ai créé l'entreprise en 2016. Là on a terminé nos 4 ans de développement et puis maintenant je suis à 100% sur ce projet. Et donc j'ai fait une double compétence médicale et technologique avec voilà. Et donc aujourd'hui effectivement Adnan est invité en tant qu'auteur, mais il aurait très bien pu aussi, dans le cadre d'ailleurs de cette émission consacrée à l'innovation, être invité en tant que chef d'entreprise, puisque il est également à la tête d'une entreprise extrêmement innovante au niveau technologique, comme il vient d'en parler. Et son livre est un peu la retranscription, plus pour le grand public, de sa thèse. Enfin, grand public qui s'intéresse à la médecine, quand même, je précise. Mais c'est la retranscription de sa thèse. De votre thèse. En fait, le livre Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle reprend mes travaux de thèse. De manière accessible. Et de manière accessible et présente en fait en gros 17 ans de travail et de recherche et de développement pour aboutir à ce concept de Pascal qui est évoqué aussi dans le livre. Et donc j'explique un peu comment on est arrivé à partir du modèle mathématique de création du big data sur le cancer du rein, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à sa transformation en technologie démocratisable et accessible à la planète entière. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition de notre entreprise et de la solution technologique Pascal qui est abordée à la fin de ce livre. Alors expliquez-nous concrètement ce que c'est le Pascal que vous avez créé. Alors, pendant mes travaux de recherche, j'ai vu deux constats majeurs que je vais essayer de vulgariser. Le premier constat, comme je vous ai dit, c'est l'accès à l'information. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir accès à l'information médicale. Et cette information médicale et paramédicale, elle est en général enfermée dans des logiciels métiers, médicaux, partout dans le monde, et il y a tellement de logiciels, il y a presque autant de logiciels que de médecins et de cliniques. En fait, chaque établissement a son propre système d'information, ses propres logiciels, et du coup, ces informations-là ne sont pas communiquées, ne sont pas partagées. Chacun garde l'information, enfin les praticiens, et le patient n'a pas accès à cette information-là. Et donc, quand on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut accéder à l'information, il faut des données. Ça, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier constat majeur. Il n'y a pas de communication en santé. Et deuxième constat majeur, c'est ce qu'on appelle la structuration, c'est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle la structuration de l'information. C'est-à-dire quand vous partagez une information et vous la numérisez avec un patient, elle est souvent sous forme de fichier, une image, une ordonnance, un compte-rendu. Et ces fichiers ne sont pas non plus exploitables par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des données non structurées. En fait, ce qui est exploitable, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Je vous donne un exemple sur une ordonnance. Si vous avez votre ordonnance, ce qui nous intéresse dans les algorithmes et dans la recherche, ce sont les
médicaments qui sont dans l'ordonnance et pas le fichier en lui-même. Et donc à partir de ces deux constats, on a eu cette idée de PassCare qui va permettre en fait à chaque individu de pouvoir récupérer librement ces informations de santé et les partager partout dans le monde. Et donc en fait ça se traduit par une plateforme web sur internet avec une application mobile et un passeport santé, donc c'est une identité numérique. Donc si on prend votre exemple, si vous avez ce PassCare et demain vous allez aux États-Unis, vous présentez votre passeport santé à un interlocuteur, à un praticien américain, en 10 secondes, avec votre autorisation, via votre téléphone, vous allez créer une interaction digitale avec son ordinateur. Et donc il va pouvoir lui vous mettre l'information qu'il a générée, mais vous allez pouvoir vous aussi partager ce que vous avez emmagasiné tout au long de votre Donc en gros, si je résume, c'est la carte vitale en beaucoup plus technologique et en international. C'est pas évidemment la carte vitale 3.0 version internationale. C'est pas une carte vitale puisqu'on n'est pas sur bien sûr, mais on n'est pas sur l'administratif, on n'est pas sur le remboursement. Parce que ça, bien sûr, mais par contre c'est une plateforme de communication. Alors je donne toujours, pour vulgariser aussi le sujet de l'intelligence artificielle, même si on est un peu loin, mais je donne toujours l'exemple des plateformes existantes aujourd'hui comme Facebook, LinkedIn, Google, etc. Ce sont des plateformes de services qui permettent de récupérer une information, par exemple les photos sur Facebook, les contacts sur LinkedIn, et vous proposer via l'intelligence artificielle des éléments ciblés, personnalisés. Par contre, dans ces plateformes-là, le modèle économique, le produit est vous, en fait, c'est la data. Nous, dans notre modèle, c'est exactement la même chose, sauf que l'information, elle est propriétaire, le propriétaire de l'information, c'est l'individu, c'est le patient. Et on n'a pas de modèle économique sur la monétisation de l'information. Par contre, c'est un service de prévention qui va être monétisé, de prédiction, de statistiques, de mise à disposition de la recherche médicale de ces informations-là. Mais à la base, c'est une plateforme de communication. Mais qui dit échange de données, puisque forcément c'est ça, l'intérêt, c'est ça le but, dit aussi sécurisation des données. Ça peut faire peur de partager ces données médicales, c'est ce qui touche au plus intime. Tout à fait. Justement, donc on a un protocole de sécurisation qui est extrêmement intéressant et surtout, en fait, c'est très très réglementé. C'est quelque chose en Europe et en France, par exemple, évidemment, on a le RGPD, on a la CNIL, le PassCare a l'autorisation de la CNIL, on est RGPD compliant aussi, et on est sur des serveurs sécurisés, certifiés, spécifiques. Donc c'est pas des clouds habituels, c'est des serveurs certifié par le ministère de la Santé, obligatoirement. Nous, entreprises, on n'a pas accès à cette information-là et nous, on garantit que c'est vous, en tant que patient, qui avez le contrôle total de votre parcours de santé, sur votre parcours de vie, et c'est vous qui autorisez ou pas le partage. Les données sont anonymisées, sont chiffrées, donc c'est vraiment, on ne peut pas exister si on n'est pas dans cette réglementation, dans cette sécurisation-là. Et il y a vraiment un protocole extrêmement intéressant qui va beaucoup plus loin que les plateformes habituelles de communication. Est-ce que toutes les informations de santé d'un individu sont retrouvables dans ce fameux passeport, ce fameux PassCare? Ou est-ce qu'on peut filtrer ou enlever certaines choses Alors, je vais... C'est exhaustif. Oui, alors on peut récupérer, à partir du moment où vous avez PassCare, vous pouvez récupérer toutes les informations, tout type d'informations tout au long de votre vie. Et c'est pour ça qu'on a aussi par exemple une fonction où on peut mettre les enfants sur le PassCare des parents pour pouvoir récupérer et aussi numériser les vaccinations, le suivi pédiatrique. Alors je donne un autre exemple qui est actuellement d'actualité majeure, c'est la crise sanitaire avec le Covid. PassCare permet par exemple de récupérer un résultat d'un test de dépistage ou un certificat de vaccination, le certifier, donc il devient infalsifiable. Et surtout, vous allez pouvoir le présenter librement et uniquement cette information-là à un aéroport, une compagnie aérienne, un restaurant. Donc, on est en train d'œuvrer aussi aujourd'hui pour permettre la relance économique en utilisant, et moi, avec beaucoup de confrères, on prône la mise en place d'un passeport santé avec une technologie. Oui, dont on parle beaucoup. Marronnier dont on parle beaucoup. Dont on parle beaucoup, ouais. Voilà. Mais il faut donner le libre arbitre à l'individu, aux patients, aux citoyens. C'est ça qui est important. Il ne faut pas imposer une solution. Oui. Et surtout, il faut que la personne puisse être capable de dire je suis libre de dire de partager mon information ou pas. Si demain vous avez envie d'aller au restaurant et que vous acceptez de partager le test de dépistage qui est négatif pour aller au resto, c'est possible. Mais la seule technologie qu'il offre aujourd'hui, c'est la nôtre. Voilà. Jean-David, une dernière question. Et donc, ce que
craignent beaucoup les gens, et en particulier en France, et je les comprends à ce niveau-là, c'est justement qu'il y ait encore une perte de liberté avec ce genre de choses, parce qu'on fait que perdre des libertés depuis des années, on en a parlé dans les précédentes émissions. Est-ce que on peut voir ça comme une perte de liberté ou pas du tout? Comment rassurer les gens? Comment faire pour rassurer les gens? Voilà. Alors, perte de liberté, moi je pense que c'est tout le contraire. C'est retrouver nos libertés, justement, qui ont été tronquées suite à cette crise sanitaire. Et encore, aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai parlé de l'ensemble des plateformes, c'est essentiellement des plateformes américaines, les géants de la technologie, aux États-Unis et en Chine. Nous, en Europe, en France, on n'a pas de leader sur aucune disruption dans aucun domaine. Pour moi, la perte de liberté, elle est plutôt là. Quand on met nos informations sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Ça, faut convaincre les gens que déjà sur Google, sur les téléphones portables qui sont pistés en permanence. Voilà. On n'a plus, nous, en France et en Europe, aucune souveraineté numérique. Et nous, c'est ça qu'on défend aujourd'hui, c'est cette souveraineté numérique, c'est de dire nos serveurs sont en France, en Europe. C'est important, ça faut le dire. Bien sûr. Et c'est l'individu, le citoyen qui décide. S'il ne veut pas partager son information, il a un service pour lui. Alors, je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai eu des patients, en particulier une patiente qui s'appelle Leslie, que je parle souvent d'elle sur mes réseaux sociaux. Elle est décédée malheureusement, mais cette patiente, elle était atteinte d'un cancer incurable et elle était suivie entre Reims, donc notre service, et Montpellier. Et elle se trimballait avec l'ensemble de ces dossiers qui s'accumulaient au fur et à mesure, papier, entre les deux villes, et elle en souffrait. Et donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle perdre sa liberté? Non, je pense qu'elle aurait rêvé d'avoir un élément simple qu'elle présente pour communiquer l'information entre les deux. Et les deux établissements n'avaient aucune communication, et donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Ben voilà, et ça se passe en France. Un autre exemple, moi j'ai fait mes études, mes stages aussi à Paris, et dans des hôpitaux très reconnus parisiens, parfois entre deux étages dans le même établissement, on ne sait pas du tout ce qui a été fait. On n'a aucune communication. Donc vous voyez, c'est ça aussi, le numérique aujourd'hui, il vient faciliter. Il ne faut pas avoir peur, la technologie, la sécurité existe, informatique, et bien sûr le risque zéro n'existe pas, mais on fait en sorte que cette sécurisation soit optimale. Il faut faire confiance à la technologie, je pense. Sinon, on ne pourra jamais avancer, et la France ne pourra jamais être leader sur aucun secteur. Je ne sais pas si tu étais à l'extérieur, si tu as entendu un petit peu les propos que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord avec justement le fait qu'en Europe, on est extrêmement en retard sur l'innovation technologique, ce qui fait qu'on est en train de perdre complètement dans la compétition mondiale et dans la place de l'Europe dans le monde. On est en train de perdre des places, mais de manière vertigineuse, en particulier par rapport à la Chine. Bien sûr, bien sûr. Ah ben, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est même peut-être trop tard. Quand on regarde, que ce soit trop tard. Rien que le sujet de l'intelligence artificielle, qui est le sujet de ce livre, regardez aux États-Unis et en Chine, et même maintenant dans des pays qui sont normalement censés être moins développés que la France, les investissements en matière d'intelligence artificielle sont beaucoup plus importants que la France et que l'Europe de façon générale. Et ce qui est vraiment très regrettable en France et en Europe, ce sont les barrières administratives, la bureaucratie, la sclérose de l'administration qui fait que, exactement ce qu'on disait tout en fait, voilà, pour réussir à faire un projet, il va falloir le parcours remplir un dossier comme ça. Non, mais c'est le parcours de combattant à proprement parler. Et en plus, aucun pragmatisme, aucune. On vous freine en plus, parce que je l'ai vécu et je vous en parle, et peut-être dans d'autres livres prochainement, j'espère qu'on fera ça avec JDH Édition. Je parlerai de l'expérience d'entrepreneur où, en fait, en France, si vous êtes, moi j'ai entendu une phrase par exemple, c'est il faut raser les murs en France. Complètement. Il ne faut pas briller, il ne faut pas parler d'argent, il ne faut pas parler d'entreprise. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'une des causes aussi, Clotilde, tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'on n'innove pas en France, parce que l'entrepreneur est mal vu, il doit raser les murs, comme vient de le dire Adnan, il doit raser les murs. Donc effectivement, celui qui veut innover, il va innover ailleurs, quoi. Donc non, moi la fuite des cerveaux, mais la fuite des entrepreneurs aussi. Hein. Bien sûr. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la fuite des entrepreneurs aussi. Alors ça ne veut pas dire que on va partir, et moi c'est absolument pas mon envie. Vous voulez pas fuir, pas encore. Au contraire, on va. Non, au contraire, lui il est venu. Lui il est venu en France, il a amené tout son. Je suis français aujourd'hui, enfin je suis désormais franco-libanais. T'es français, mais t'es venu de. Mais je suis venu du Tu m'avais raconté ton histoire. Et ce que je veux dire aussi, on l'annoncera dans les prochaines semaines aussi, j'espère, c'est que là on est sur notre prochain tour de table, prochaine levée de fonds importante, et vous allez voir, on fait venir, au contraire, on convainc aussi des acteurs
internationaux pour qu'ils viennent investir en France. C'est bien. Parce que je crois qu'on a quand même évidemment du potentiel en France. Après, le reste, c'est plutôt politique et administratif. Voilà. Bon, et on avance. On va s'arrêter sur cette phrase pleine d'espoir. Merci beaucoup, Adnan El Bakri. On rappelle que votre ouvrage est donc disponible chez JDH Éditions, Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été notre invité. Le mot de la fin pour vous, Jean-David? Écoutez, une émission très riche sur l'innovation. L'innovation dont on a vu un petit peu tous les avantages et puis malheureusement la difficulté de la France de s'intégrer et de l'Europe de s'intégrer dans cette compétition mondiale qui est très importante aujourd'hui pour des raisons entre autres aussi de peur, de côté réfractaire. Et alors justement, je vais conclure, donc là j'ai parlé que des côtés positifs, je vais conclure un petit peu sur les côtés négatifs de l'innovation au travers de 2 livres que nous avons publiés chez JDH Éditions. Donc le livre ZAD de Julie Jézéquel. Vous connaissez Julie Jézéquel? Pas encore. Non, c'est une actrice qui a tourné avec tous les grands acteurs français, Belmondo, Noiret, etc. Et qui, dans ce roman ZAD, qui se passe dans une ZAD, entre autres, il se passe beaucoup de choses, mais entre autres, il y a un drone qu'on voit d'ailleurs en haut sur la photo. Donc il y avait tout à l'heure le patron d'une entreprise de drone. Ce drone, il est là pour espionner. Et puis donc, ils essayent de le faire descendre avec une flèche, etc. Donc, le côté de la technologie qui nous espionne, ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur. Et le deuxième livre sur lequel je voudrais conclure, donc toujours sur les aspects un peu néfastes de la technologie, Alice aux petites balles perdues, c'est un roman littéraire, un très très beau roman. Qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se met devant un écran et qui joue à la roulette russe. Avec des abrutis derrière qui disent vas-y, tire. Mais elle est derrière l'écran, ils sont pas devant elle. Si son cerveau explose, ils seront même pas là pour le ramasser, ils verront juste devant l'écran. Mais ça, ce thème-là qui est développé dans ce livre, ça rejoint un petit peu, par contre, tous les aspects néfastes de la technologie qu'on voit aujourd'hui, depuis 2 mois, exploser chez les adolescents, les rixes, etc., les conflits qui se nouent sur les réseaux sociaux, ils se retrouvent pour se casser la gueule, etc. Et donc voilà, c'est un roman à découvrir effectivement sur un impact négatif socialement de la technologie. Chez JDH voilà, Éditions. Chez JDH Éditions, bien sûr. C'est la fin de ce 5e numéro des Pros de l'écho. Merci Jean. Merci Adnan d'être venu. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et puis à la prochaine. Pour une prochaine émission, tout à fait. À la prochaine.